Bonjour, nous nous retrouvons pour ces entretiens dont j'ai dit et je répète depuis le début qu'il s'agit de nous réapproprier nos outils de savoir légitimes, notre souveraineté, parce que dans souveraineté il y a de la saveur, du savoir, quelque chose de salvateur, de la grandeur, de la liberté, pour tous, ensemble. Et il y a de la légitimité, je le répète, dans cette souveraineté qui fait partie de nos droits, non pas parce qu'on nous l'a dit, mais parce que nous le savons bien. Dans le premier entretien, j'ai parlé des différents outils de la Grèce antique pour aller vers la connaissance, la poésie qui est par l'inspiration, par le rêve, par l'intuition, et par une parole qui exprime des choses les plus profondes, qu'on va comprendre souvent au fur et à mesure. La philosophie, qui est l'exercice de la raison avec la connaissance et tous les champs du savoir, ça c'est très important. Il ne faut pas exclure de champs du savoir, et la philosophie de Socrate, quand on prend Socrate et Platon, on se rend compte qu'il y avait énormément de choses très spirituelles qui touchaient à ce savoir-là. Il parlait de la réincarnation, il parlait de l'Atlantide, il parlait de la survie de l'âme, il parlait du beau, du bien, du vrai, du juste, de valeurs transcendantes, métaphysiques, qui ensuite ont été exclues du champ de la philosophie par l'école de Vienne au XXe siècle, en amputant l'esprit humain de toute une partie capitale de lui-même. Donc poésie, philosophie et histoire. L'histoire, c'est l'accès à la connaissance par l'expérience, par la mémoire, et en mettant les choses en relation les unes avec les autres. Importance du mythe, le mythe qui ne s'oppose pas à la raison, mais le mythe est une expression de vérité très ancienne qui se répète, et connaître les mythes, c'est très important. Et d'ailleurs, ceux qui manipulent le monde utilisent beaucoup ces archétypes, ces mythes, ces moteurs profonds de notre pensée. Et dans le contexte qui est le nôtre, coronavirus, lockdown, comme on dit en Angleterre, confinement. D'ailleurs, il confine, pendant l'Italie fasciste, essere condannato al confine, être condamné aux confins, c'était être exilé pendant une dictature fasciste. Des gens comme Cesare Pavese, par exemple, ont été confinés, ils étaient au confine. L'astrologie, la mythologie, la poésie, toutes ces disciplines, ces arts, ces moyens d'accès à la connaissance, en fait, ont été discrédités. Ils ont été discrédités par une certaine modernité qui, pourtant, est en plein, en réalité, dans ces disciplines-là. Tout le monde sait qu'une bonne partie des personnes qui nous gouvernent, que ce soit des politiques, des journalistes, des hommes de loi, des écrivains, des universitaires, tous ceux en fait qui font le savoir et le pouvoir, des militaires, et tous ceux qui font le savoir et le pouvoir dans nos sociétés font partie de sociétés secrètes, dont ils sont très fiers d'ailleurs, même s'ils n'ont pas le droit d'en parler. En fait, ils sont très fiers d'appartenir à ça, parce que quand on les écoute, eh bien, la Révolution française, la Résistance, le Front populaire, etc., c'était les francs-maçons. Et effectivement, quand on regarde à travers l'histoire, les francs-maçons ont beaucoup amené à l'émancipation de la population. Le problème, c'est qu'ils ont remplacé aussi un pouvoir par un autre, et comme beaucoup de ceux qui ont été émancipateurs à un certain moment, eh bien, ils ont gardé le pouvoir. Voilà, ils ont gardé le bébé. Et ceux qui veulent aujourd'hui parler avec les mêmes outils de connaissance qu'eux et que d'autres personnes, eh bien, sont discrédités, alors que justement ces disciplines-là dont j'ai parlé, la religion, la mythologie, l'astrologie, tout ça fait partie intégrante de la franc-maçonnerie. Bon, alors, il y a un problème là, parce que si ces disciplines-là sont illusoires, comment ça se fait que les gens les plus instruits, qui ont les plus hautes responsabilités et les plus grands pouvoirs dans nos sociétés,
s'intéressent à des choses illusoires. Sont-ils naïfs, sont-ils crédules, ou aiment-ils perdre leur temps? Je ne crois pas, parce que ce sont des personnes qui ont des emplois du temps extrêmement fournis, qui ont fait les plus grandes études, que ce soit l'ENA, que ce soit HEC, que ce soit l'université, que ce soit Polytechnique, etc. Hein. Ces personnes-là, c'est les personnes les plus instruites. Donc qu'est-ce qu'ils vont perdre leur temps dans des sujets qui touchent à l'ésotérisme, aux mythologies, à l'astrologie, etc. Bon. Donc si c'est pas illusoire, hein, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Alors pourquoi ces domaines-là, ils sont considérés comme l'apanage des gens un peu dangereux, un peu perchés, sectaires, des gens même qui vont sur un chemin rétrograde, obscurantistes, contraires à la raison des Lumières. Pourquoi ces disciplines-là sont-elles considérées comme ça pour le commun des mortels, alors que ceux qui nous gouvernent sont à fond dedans? Voilà. Et se considèrent comme les bergers de la nation. Donc si ce n'est pas des connaissances qui sont illusoires, est-ce qu'elles sont dangereuses? Puisque la population ne doit pas y aller, elle ne doit pas en parler, parce que ces sujets-là, on ne doit pas en parler au public. Alors, si c'est dangereux de s'intéresser à ça, ça veut dire que les gens qui nous gouvernent, eh bien, ils sont dangereux. Ils sont périlleux, parce qu'ils s'intéressent à des choses qui sont pas bonnes pour la raison, pour le progrès de l'humanité, pour tout ce qui est les raisons éclairées des Lumières depuis le XVIIIe siècle, ou puis même avant, Descartes, et peu à peu, où on a évacué donc ces disciplines-là du champ des savoirs. Bon. Donc, si c'est pas illusoire, si c'est pas dangereux, pourquoi est-ce que le commun des mortels n'a pas le droit d'en parler? Pourquoi on ne les prend pas au sérieux quand ils en parlent dans les journaux, dans les médias, etc. Pourquoi on discrédite les gens alors qu'eux-mêmes sont à fond dedans, y compris des gens des médias, certains d'entre eux? Alors, si c'est important, parce qu'ils s'y intéressent, ou si c'est intéressant, il ne faut pas en priver les populations sur lesquelles ces personnes-là sont censées veiller et qui sont censées amener à la liberté et à l'égalité. Donc, on va s'y intéresser, on va en parler, on va comprendre pourquoi c'est important pour comprendre le monde et le transformer. Puisque ce ne sont pas des choses qui sont ni dangereuses ni illusoires, mais qui semblent bien être importantes. Et je voudrais ajouter à ce domaine-là le domaine de la philosophie, parce que si vous regardez un certain nombre de personnes qui ont des rôles capitaux dans notre société, ils ont fait philosophie, à commencer par notre président de la République. Parce que la philosophie, ça permet la dialectique, ça permet aussi le sophisme, ça permet de jouer avec des mots, de connaître un certain nombre de notions importantes, d'idées historiques qui font partie des références, de valeurs, de jouer avec ça, et avec ce jeu de la parole, etc., de coincer les interlocuteurs entre le savoir, la valeur, des choses auxquelles on ne doit pas toucher, et comme ça le tour est joué. Voilà. Donc il y a beaucoup de sophisme aujourd'hui dans la philosophie, de censure aussi, dans la prise de parole. Et donc la philosophie, que ça aille des sophistes fascistes comme Protagoras, dans le dialogue de Platon, ou les philosophes comme Gramsci, communistes, les philosophes, les hommes de pouvoir ou les gens qui voulaient changer le monde ont toujours su que comprendre le monde et pouvoir l'exprimer à travers une dialectique, à travers la recherche de la vérité, la maïeutique, faire accoucher des vérités et des erreurs, de l'inconnaissance, mais aussi des connaissances, puisqu'on a vu que Socrate, il affirmait des connaissances aussi, un certain nombre, beaucoup, et Platon aussi, qui n'a pas fait que le trahir, mais qui l'a aussi beaucoup perpétué. Eh bien, c'est important. De Protagoras à Gramsci, en passant par Socrate, Jésus, Gandhi, Martin Luther King, on sait que celui qui sait construire un discours logique, il peut aussi convaincre, et il peut amener à l'action des hommes en quête
de liberté, de vérité, de justice. Et alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, revenir à ces champs du savoir que sont les mythes, l'astrologie, la poésie, l'histoire, la philosophie et d'autres, eh bien, la linguistique aussi, je vais rajouter l'étymologie, hein, l'archéologie, la connaissance du passé, hein, c'est l'histoire, tout ça, ça va nous permettre vraiment de comprendre le monde, de penser le monde et d'imaginer un monde futur meilleur. Notre président de la République, dans son discours du 16 mars, a répété 5 fois « Nous sommes en guerre ». Et moi je dis, eh bien, si nous sommes en guerre, préparons la paix. Parce que si on regarde pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, et dans un certain nombre d'autres cas, la paix, elle s'est préparée alors qu'on était encore en guerre. Et il y a des gens qui ont d'ailleurs préparé une autre forme d'oppression, de pouvoir. Hein. Je pense à Bretton Woods, je pense à Staline, je pense à tous ces gens-là, au fur et à mesure qu'ils reconquéraient le monde pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ils préparaient le monde à venir, et quand le monde à venir était là, hein, eh bien, il était déjà prêt, et voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu faire, comme le Conseil national de la résistance, hein, et lui aussi s'était sans doute préparé par les résistants, hein, qui a redonné sa souveraineté et beaucoup plus de liberté au peuple. Mais en tout cas, voilà, il faut en profiter dans ce moment qu'on a là, pour penser le monde et préparer la paix, puisque nous sommes en guerre et que la paix ne saurait tarder, puisque ce confinement, il n'est que provisoire. Par contre, qu'est-ce qui va se passer après? Et déjà, qu'est-ce qui se passe pendant? Et c'est important. Et c'est véritablement revenir à l'esprit antique. Mais cet esprit antique, il ne faut pas oublier que c'est aussi celui qui a fait l'esprit de la Renaissance, dont on parle autant. Puisqu'on est dans une configuration astrologique là, qui ne s'est pas produite depuis la Renaissance avec Saturne en Verseau, avec une conjonction de Jupiter et avec Pluton, hein, ça ne s'est pas produit depuis 500 ans, depuis la révolution de la Renaissance, qui avait un esprit beaucoup plus ouvert que les Lumières, puisque pendant la Renaissance, il y avait la philosophie, il y avait la science, mais il y avait aussi l'art et puis la spiritualité, hein. Les sciences un peu secrètes de la nature, etc. Hein, eh bien, on est dans cette configuration-là. Donc, préparons cette renaissance. Et revenons aux disciplines antiques, revenons à l'esprit de la Renaissance, à l'esprit de la Cité du Soleil de Campanella, revenons à la philosophie, à l'art, à la science, revenons aussi à l'esprit des Lumières, puisque Voltaire s'exprimait à travers des contes qui étaient des paraboles, à travers lesquels il faisait passer des choses extrêmement intéressantes. On pense à Candide, on pense à Micromégas, Zadig, il faut vraiment relire ça. Et Voltaire était d'ailleurs aussi franc-maçon. Hein. Vous voyez, je rends vraiment hommage aux francs-maçons. Et puis d'autres grands auteurs des Lumières, comme Jonathan Swift, comme Montesquieu, hein, ont parlé par des contes, par des paraboles, parce que c'est des façons de faire passer des grandes vérités et de toucher à la fois l'intelligence, notre pensée mythique, et puis de relier aux politiques en montrant à travers des contes que des situations se répètent en permanence. Avant l'esprit des Lumières, c'est aussi revenir à La Fontaine, qui a été un grand dissident, hein, qui aimait bien titiller les pouvoirs, il a eu des problèmes d'ailleurs. La Fontaine s'exprimait par des fables, et ces fables-là disaient la vérité de façon extraordinaire, hein. Voilà, de façon extrêmement profonde, avec comme ça des animaux où il disait des choses beaucoup plus vraies que beaucoup de discours rationnels et desséchés. C'est un retour à l'esprit du progrès du XIXe siècle, puisque l'esprit du progrès, c'était aussi la poésie des romantiques, des gens comme Victor Hugo, la Seconde République, hein, où il y avait à la fois des poètes, des chrétiens, des idéalistes, et puis tout ça a été malheureusement
battu en brèche par une reprise en main du pouvoir de la banque, et puis par le fait qu'on n'a pas voulu aller dans les avancées sociales telles qu'on l'avait promis, qu'on a voulu rembourser les aristocrates que la Révolution avait spolié, la Seconde République avait spolié, entre guillemets. Hein. Mais en tout cas, voilà, on est dans ce contexte de retour de Neptune en Poisson, de réveil de l'âme des peuples. 2012, 1848, le printemps des peuples, 1848, le printemps arabe 2012, on est aujourd'hui dans Neptune en Poisson, donc il y a quelque chose qui nous amène à transformer le monde et à retrouver cet esprit aussi de 1848 sans le trahir et sans que Napoléon III, avec la finance, refasse même basse sur cela. Retrouver l'esprit de l'analogie, des mythes, tout ça, c'est aussi revenir à l'esprit chrétien, puisque les évangiles sont pleins de paraboles, revenir à l'esprit soufi, à l'essence de la noble pensée musulmane, qui passe beaucoup par des paraboles, et il faut lire le langage des oiseaux de Farid ud-Din Attar, qui est un recueil de paraboles d'une beauté absolue, véritablement. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui faire la réconciliation de la science, du spirituel, de l'artistique, de l'historique, du philosophique. Jung disait que nous sommes en fait à la fin de l'ère des poissons et au début de l'ère du Verseau, on va en parler. Et Jung parlait en reprenant une notion qu'on a chez Pythagore, je crois bien, ou Héraclite, et qu'on retrouve chez Aristote, il parlait de l'énantiodromie. L'énantiodromie, c'est la course d'un contraire vers son semblable, comme un cycle qui se termine, comme dans le yin et le yang, où on voit comme deux poissons qui se poursuivent l'un l'autre. Et Jung disait donc qu'on arrive à la fin de l'ère des poissons, et que la fin de l'ère des poissons va être semblable au début de l'ère des poissons, et que nous devons à tout prix faire la réconciliation des opposés dans cette période des poissons. Et il disait, la réconciliation des opposés, c'est le masculin et le féminin, c'est la tradition et l'innovation, c'est le nord et le sud, pour parler en termes géopolitiques, c'est l'Orient et l'Occident, c'est la raison et la foi, c'est les générations qui doivent se réconcilier, c'est les grandes religions. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qui menace de faire exploser le monde comme on fait la fission de l'atome au lieu de faire la fusion, eh bien, c'est que partout, les pouvoirs, la pensée qui se prétend la plus avancée, en fait, sépare l'humanité, sépare l'homme et la femme, sépare les peuples. Comme on fait la vivisection des animaux, comme on fissionne l'atome, on cherche à tout diviser, à mettre le doute partout. Comme un apprenti sorcier sans comprendre les lois de la nature, et faire fusionner la nature et la culture, faire fusionner notre part naturelle magnifique avec notre part de liberté. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc nous sommes dans cette période de fin de l'ère des poissons, et la fin de l'ère des poissons sera semblable, selon Carl Gustav Jung, au début de l'ère des poissons, avec l'effondrement d'un grand empire, avec une nouvelle religion, avec une période de crise, avec peut-être des invasions barbares, ou au contraire quelque chose qui sera beaucoup plus beau, si nous réalisons la conjonction des opposés. Et donc ça a beaucoup trait au Verseau. Nous rentrons dans l'ère du Verseau, il y a des choses qui le démontrent de façon éclatante, quand on voit depuis le XVIIIe siècle, je parlais de la Révolution française et des Lumières, et vraiment là, on est en train peu à peu de rentrer dans ce printemps de l'ère du Verseau, mais il sera aussi ce que nous en ferons, parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, l'ère du Verseau. Jung disait le Verseau enflamme les forces vives de Lucifer, parce que le Verseau, c'est aussi le signe, avec Uranus, sa planète, des grands bouleversements, des révolutions, des crises, des explosions. Le métal du Verseau, c'est l'uranium. On voit donc l'uranium, c'est ce qui menace la planète entière, qui menace de la faire exploser.
de l'empoisonner, et de faire se refermer le ciel et la terre, comme Ouranos qui était uni à Gaïa. Donc cette fission de l'atome, au lieu de faire la fusion, elle est extrêmement symbolique du monde dans lequel on est. L'ère du Verseau, elle est extrêmement visible depuis le XVIIIe siècle, donc, depuis le XIXe avec ce progrès, depuis le XXe siècle et depuis les années 60, si on voit. Dans les années 60, il y a vraiment eu d'énormes bouleversements, avec pour la première fois un renversement de l'autorité parentale qui est typiquement Verseau. Comme on dit, on vit une ère de révélation et de révolution. Et le Verseau, si on prend le symbolique du signe, eh bien c'est un vieillard ou un jeune homme qui déverse une eau à partir d'une amphore. Et ça représente, pour reprendre la parole de l'Évangile, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Il n'y a rien qui n'est chuchoté au fond des caves et qui ne sera proclamé sur les terrasses. Et on le voit parfaitement depuis le XVIIIe, XIXe siècle, depuis l'apparition d'Uranus et aujourd'hui qu'on rentre progressivement dans l'ère du Verseau. Eh bien, les fouilles archéologiques qui ont remis à jour des cités antiques, Angkor, Petra, le Machu Picchu, la découverte de la psychanalyse, qui est comme une archéologie de la pensée humaine, le génome qui a été décodé, les atomes, l'infiniment petit, l'infiniment grand, tous les scandales qui ressortent, le net, Internet, où tout est déversé comme ça, comme le flux du Verseau, on rentre dans le flux. Tout est connu, tout est révélé. Et de toute cette connaissance, en fait, nous faisons notre responsabilité qui est capitale aujourd'hui dans le monde, parce que pour la première fois, nous avons l'occasion de tout savoir. Nous sommes aussi noyés avec une information qui en chasse une autre. Mais fort de notre connaissance de la situation économique, écologique dans laquelle nous sommes, eh bien, nous devons prendre nos responsabilités. Et c'est en tant que tel que nous pouvons nous juger nous-mêmes et que nous pouvons faire des choix qui vont amener l'humanité et la Terre à continuer ou à ne plus continuer, c'est-à-dire à être détruite à cause de nous. Voilà. Parce que quelle que soit la taille de la Terre, quelle que soit sa force, vous savez, il suffit parfois d'une goutte infinitésimale de poison ou d'une radiation pour provoquer un cancer et détruire un corps, le corps humain. Donc l'humanité a tout à fait les moyens de faire beaucoup de mal à la Terre, et la Terre est extrêmement patiente, notre mère. Elle ne va pas pouvoir tolérer ça encore très très longtemps, parce que nous n'avons aucun droit de lui faire subir ce que nous faisons subir, ni aux créatures en général. Alors, on vient de voir qu'on rentre dans le Verseau, qu'il y a énormément de signes qui l'attestent, avec en particulier le 4 février 1962, une énorme conjonction dans le signe du Verseau. 4-5 février, il y avait Lune, Mercure, Jupiter, Saturne, Mars et le Soleil dans le signe Verseau. Et à cette époque-là, on oublie vite, mais il y a tout le monde, il y a énormément de personnes qui se sont dit, mais voilà, c'est vraiment, on rentre dans l'ère du Verseau. Là. Voilà, c'est un signe très fort. Et les années 60 ont été des mouvements de bouleversement complets, des choses extraordinaires qui ont changé énormément de choses. Alors, il y a des astrologues classiques qui disent non, l'ère du Verseau c'est dans 100-150 ans, mais l'ère du Verseau c'est comme le printemps. Le printemps il ne commence pas le 21 mars comme ça. Oui, de façon astronomique, il commence comme ça. Voilà, de façon... voilà. Mais en fait, le printemps, on le voit bien aux bourgeons, on le voit aux fleurs, on le voit à la chaleur, on le voit aux jours qui remontent, aux neiges qui commencent à fondre, etc., etc. Le printemps, il commence bien avant le 21 mars. Donc l'ère du Verseau, c'est exactement pareil. On sent le début du passage dans le Verseau, parce qu'on est dans l'astrologie, dans une grande astrologie sidérale, avec ses grands cycles, donc voilà, c'est pas à date fixe, c'est pas comme ça, natura non faciet saltos, je sais pas, enfin, en tout cas, la nature ne fait pas de saut, comme dit le proverbe latin. Il peut y avoir des sauts dans la nature, il peut y avoir des crises, des effondrements, mais voilà, la nature, dans ses cycles, elle rentre progressivement dans d'autres cycles,
il y a toujours des signes avant-coureurs, comme une marée qui monte. Elle monte par vagues successives comme ça, hein, elle se retire un peu, mais elle monte. Alors, rentrer dans l'ère du Verseau et entrée de Saturne en Verseau le 22 mars 2020, au moment où on rentre en guerre, hein, comme dit notre président Emmanuel Macron, avec des mesures d'exception, avec Saturne, l'ancien dieu, qui a castré son père et qui dévorait ses enfants, qui voulait régner de façon totalitaire sur le monde. Hein. C'est le faucheur, celui qui castre, celui qui coupe tout. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Eh bien, on va le voir tout de suite.